À Paris, dans le 8e arrondissement, se dresse un immeuble ancien dont les fenêtres semblent garder un secret que personne n'ose réveiller. Au troisième étage, derrière une porte restée fermée trop longtemps, se trouve l'appartement où Jeanne Moreau, l'icône absolue du cinéma français, a rendu son dernier souffle le 31 juillet 2017, à l'âge de 89 ans. Une femme dont la voix pouvait incendier une salle, dont le regard traversait l'écran comme une lame de lumière, s'est éteinte dans un silence presque trop doux pour sa légende. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à environ 10 millions d'euros, un patrimoine né de plus de 60 ans de cinéma, de théâtre, de réalisation, d'innombrables rôles devenus immortels. Mais cette somme, pourtant considérable, semble bien pâle face au vide qui habite aujourd'hui son appartement. La pièce où on l'a trouvée était baignée d'une lumière d'été filtrée par des rideaux beiges. Sur une table basse, un livre restait ouvert, comme si elle comptait y revenir. Sur un fauteuil, une écharpe oubliée, encore imprégnée de son parfum discret. La télévision était éteinte. Le tic-tac d'une petite horloge semblait avaler les secondes avec une lenteur cérémonielle. Le contraste est brutal. Une femme qui avait fait vibrer les salles du monde entier, qui avait conquis l'Europe, Hollywood, Cannes, qui avait incarné la passion, la liberté, la démesure, meurt seule, dans un appartement devenu trop silencieux, trop immobile, trop réel. Et une question se glisse, presque involontairement, entre les murs encore chauds de sa présence. Comment un nom aussi immense peut-il s'éteindre dans un lieu où règne désormais un silence si absolu? 2. Jeanne Moreau naît le 23 janvier 1928, à Paris, dans une famille modeste. Enfant introvertie mais d'une intelligence vive, elle se faufile entre les ombres, observe le monde avec une sensibilité presque inquiète. Elle grandit entre une mère danseuse anglaise et un père restaurateur, deux univers opposés qui lui donnent à la fois le goût du mouvement et celui de l'ancrage. Très tôt, Jeanne comprend qu'elle n'est pas faite pour une vie ordinaire. La scène, le texte, le souffle des mots, tout cela l'appelle comme une nécessité. À 18 ans, elle entre au conservatoire. Son talent éclate immédiatement. Sa voix, grave, chaude, envoûtante, ne ressemble à aucune autre. Sur scène, elle a une présence magnétique. Les metteurs en scène la remarquent, les critiques s'enthousiasment. Elle devient, en quelques saisons, l'une des figures essentielles de la comédie française. Puis vient le cinéma, et tout change. Avec Ascenseur pour l'échafaud, Les Amants, Jules et Jim, Jeanne Moreau devient l'incarnation vivante de la nouvelle vague, libre, insaisissable, brûlante, moderne. Elle n'interprète pas les femmes, elle les réinvente. Son regard intense, sa voix voilée, sa sensualité indomptable marquent une rupture profonde avec les archétypes du cinéma d'avant. Dans les années 60, elle est partout. Paris, New York, Rome, Cannes. Elle tourne avec Truffaut, Lauzet, Antonioni, Wells. Elle chante aussi, écrit, réalise. Tout chez elle semble taillé pour la lumière. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache une solitude profonde. Une difficulté à aimer, à se laisser aimer. Des passions violentes, des déceptions cuisantes, des nuits où personne ne peut lui tenir compagnie, sinon sa propre voix. Jeanne Moreau est une reine, mais une reine tragique, portée par un feu intérieur qui la dévore autant qu'il la fait briller. Son parcours est celui d'une femme qui refuse la médiocrité, qui avance, tombe, se relève, recommence, toujours avec cette intensité presque dangereuse, celle qui ne laisse aucune place aux demi-mesures. Une gloire immense, une liberté totale. Mais derrière les projecteurs, derrière les rôles mythiques, un autre récit commençait déjà à se dessiner. Mais derrière les projecteurs, un autre récit se dessinait. 3. Les dernières années de Jeanne Moreau ressemblent à un lent crépuscule, un recul subtil loin du tumulte du cinéma, mais sans jamais rompre totalement le lien avec la lumière. Elle continue de tourner, de lire, de réfléchir, mais avec une cadence adoucie, presque fragile. L'énergie flamboyante de ses débuts laisse place à une présence plus douce, plus intériorisée, comme si elle se préparait, sans vraiment le dire, à un dernier acte. Son appartement du 8e arrondissement devient son refuge. Un lieu élégant, rempli de livres, de tableaux, de vieilles affiches de cinéma, de photos de tournage où elle sourit, jeune, rayonnante. Mais derrière ces souvenirs suspendus au mur, un silence nouveau s'installe. Jeanne passe de longues heures seule, assise près de la fenêtre, observant les rues parisiennes qu'elle a tant aimées. Elle lit beaucoup, écrit un peu, parle rarement. Elle se fatigue plus vite, ses déplacements se font plus courts.
Elle refuse cependant d'abandonner complètement la scène publique. Elle continue d'apparaître à des hommages, à des projections, à des cérémonies, toujours avec cette élégance affûtée, ce regard profond qui transperçait encore le public malgré l'âge. Mais ses apparitions sont brèves, presque fantomatiques. Elle arrive, salue, disparaît, comme si elle effleurait le monde sans vouloir y demeurer trop longtemps. Ses proches décrivent une femme plus silencieuse, plus méditative. Les soirées animées disparaissent. Les conversations se raccourcissent. Dans l'appartement, la lumière devient une compagne fidèle, celle du matin, douce, celle du soir, dorée, celle de la nuit, parfois trop vaste pour une seule âme. Le vieillissement ne lui fait pas peur, elle l'accepte, avec lucidité. Mais le vide des journées, l'éloignement inévitable, la perte progressive de ceux qu'elle aimait, tout cela la rend plus fragile. Elle continue d'être Jeanne Moreau, mais une Jeanne Moreau plus silencieuse, plus lente, plus intime. Son appartement, autrefois rempli de voix, d'amis, d'artistes, devient un territoire feutré où chaque pas résonne comme un souvenir. Les murs semblent conserver les traces de ses rôles, les échos de ses rires, les ombres de ses anciennes passions. Et un jour, presque imperceptiblement, le silence commence à s'installer plus profondément que la lumière. C'est dans cette maison que le silence a fini par gagner. Le 31 juillet 2017, Paris s'éveille sous une lumière blanche, immobile, presque suspendue. Dans son appartement du 8e arrondissement, Jeanne Moreau ne répond plus. La veille, elle avait passé une soirée calme, seule, comme souvent ces dernières années. Un livre ouvert sur la table basse, une tasse de thé refroidie, une fenêtre entr'ouverte laissant entrer l'air doux de l'été. Rien ne laissait présager que la nuit emporterait l'une des plus grandes voix du cinéma français. Au petit matin, son aide à domicile frappe à la porte. Pas de réponse. Elle entre, avance dans le couloir. Un silence étrange règne dans l'appartement. Un silence lourd, différent, presque conscient de ce qu'il contient. Dans la chambre, Jeanne repose sur son lit, paisible, les mains posées doucement sur la couverture. Son visage ne porte aucune trace de lutte, aucune marque d'inquiétude. Elle semble dormir, comme si son dernier souffle avait choisi la discrétion. La nouvelle traverse Paris et le monde comme une vague lente, d'abord douce, puis dévastatrice. Les cinéastes, les acteurs, les chanteurs, les présidents réagissent. On parle d'une reine partie sans bruit. On parle d'un monument, d'une voix unique, d'un regard qui avait traversé un siècle. Pendant ce temps, dans son appartement, le temps semble s'arrêter. Le livre reste ouvert à la même page. L'écharpe qu'elle portait la veille repose sur le fauteuil. Le vase sur la commode contient encore les fleurs fraîches qu'on lui avait offertes quelques jours plus tôt. Tout paraît en place, sauf elle. La lumière du matin glisse lentement sur les murs, illuminant un portrait où Jeanne, jeune, fixe l'objectif avec cette intensité si particulière. Dans ce contraste entre l'image et la réalité, une vérité crue surgit. Les légendes meurent aussi, et parfois si silencieusement que le monde met du temps à l'accepter. Une mort paisible, presque intime, pour une femme qui avait vécu avec une intensité brûlante. Pourquoi tant de silence autour d'un nom si grand ? 5. Après la mort de Jeanne Moreau, son appartement du 8e arrondissement devient un lieu presque irréel. Les fenêtres restent entr'ouvertes, comme si l'air d'été s'obstinait à caresser les murs pour retarder l'inévitable. La porte d'entrée s'ouvre doucement, laissant entrer les proches, les avocats, les notaires. Tous avancent avec délicatesse, comme s'ils avaient dit peur de déranger quelque chose d'encore vivant. La succession révèle rapidement une fortune estimée à environ 10 millions d'euros, des biens immobiliers, des droits d'auteur, des contrats, des placements, et une impressionnante collection d'objets accumulés au fil d'une vie entière dédiée au cinéma. Mais l'essentiel ne se trouve pas dans les comptes bancaires. Il se trouve dans cet appartement devenu un sanctuaire. Le salon est la première pièce à être inventoriée. Les murs sont recouverts de photographies. Jeanne jeune, Jeanne sur scène, Jeanne à Cannes, Jeanne entourée d'Orson Welles, de Truffaut, d'Antonioni. Sous chaque cadre, une légende écrite de sa main. Les notaires s'arrêtent un instant. Ils comprennent que ce lieu n'est pas simplement un espace à répertorier, mais une vie entière à traverser. Sur une table, des piles de scénarios à noter, certains avec des notes sévères, d'autres avec un simple mot, beau. Dans un coin,
Une valise ancienne remplie de carnets où elle notait des pensées, des rêves, des colères, des fragments de souvenirs. Beaucoup de ces pages, froissées, noircies, révèlent une Jeanne inconnue, moins conquérante, plus fragile, moins flamboyante, plus humaine. Dans la chambre, les objets les plus intimes se dévoilent. Un miroir ancien qu'elle utilisait chaque matin, des foulards impeccablement pliés, une boîte en bois contenant des lettres d'amour jaunies, conservées comme des reliques, et un tiroir où repose un journal personnel, fermé par un ruban. Les proches ne l'ouvrent pas, pas encore. Dans la cuisine, tout est à sa place. On y trouve son thé préféré, un pot de miel entamé, une tasse qu'elle utilisait chaque soir. Un détail trouble les visiteurs. Sur une chaise, un châle qu'elle avait posé la veille semble attendre qu'on vienne le récupérer. La maison, elle, semble respirer encore un peu d'elle. Les objets ne sont pas silencieux. Ils appellent, murmurent, racontent. Et dans certains recoins, on a l'impression que son pas léger pourrait réapparaître d'un moment à l'autre. À mesure que les notaires avancent, une question silencieuse s'impose. Qu'est-ce que Jeanne voulait réellement transmettre? Son héritier officiel est son fils, Jérôme Richard. Mais son héritage profond, celui qui ne peut être mis dans un document, appartient au monde entier, une manière de filmer le désir, une voix qui transforme une phrase banale en poésie, un regard qui traverse l'écran comme un feu lent. Quand les inventaires touchent à leur fin, quand les objets sont répertoriés, quand la maison se vide peu à peu, un sentiment étrange envahit les lieux. La présence de Jeanne Moreau semble toujours flotter dans l'air, comme si elle refusait de quitter totalement le dernier théâtre de sa vie. Peut-on vraiment posséder ce qui nous échappe après la mort? Les portes se ferment, la lumière recule, et l'appartement reste immobile, comme un souffle suspendu. 6. Quand on referme la porte de l'appartement où Jeanne Moreau a vécu ses derniers instants, un étrange calme s'installe, un calme dense, presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur respiration. Les pièces, autrefois habitées par son énergie solaire et son intensité brûlante, paraissent aujourd'hui trop vastes, trop immobiles. Et pourtant, quelque chose demeure, une vibration, une chaleur ténue, une empreinte. Jeanne Moreau n'a jamais appartenu à un seul lieu. Elle a appartenu aux salles de cinéma, aux scènes, aux rêveurs, aux amoureux de la liberté. Sa voix grave et infiniment vivante traverse encore les décennies comme un fil tendu entre le passé et le présent. Elle a vécu en brûlant, en défiant, en transformant chaque rôle en vérité. Et pourtant, sa mort fut silencieuse, presque discrète, un départ sans fracas, comme une dernière réplique dite à voix basse, pour elle seule. L'héritage qu'elle laisse est immense, mais pas matériel. Il réside dans la façon dont elle a redéfini le désir, dans les rôles qu'elle a habités avec une profondeur unique, dans cette liberté intérieure qui l'a guidée, parfois jusqu'à la douleur. Lorsque la nuit tombe sur Paris et que l'on passe devant l'immeuble de son ancien appartement, on pourrait presque imaginer une silhouette derrière un rideau, un profil tourné vers la fenêtre, un murmure de voix, une illusion, ou peut-être un souvenir qui refuse de disparaître. Alors une question demeure, douce et inévitable. Le vrai héritage. Est-ce ce qu'on possède ou ce qu'on inspire? La lumière s'efface. Le silence s'installe. Et dans ce dernier souffle, une vérité subsiste. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.